Power. On. La Game Boy Carry On. Le logo de Game Freak brille dans une pluie d'étoiles filantes. 2 bandes noires s'affichent à l'écran pour donner un rendu cinématique. Une musique retentit. 2 Pokémon entrent en jeu. Nidorino place 2 feintes pour s'échauffer. Ectoplasma assène un premier coup de griffe. Nidorino esquive. Le Pokémon sautille 2 fois encore. Fléchit. Avant de bondir sur son adversaire. Cet affrontement culte aux yeux d'une génération de joueurs trouve ses racines en 1990, alors que Pokémon ne s'appelle pas encore Pokémon. Satoshi Tajiri vient juste de sortir son premier jeu et a par la même occasion fondé son propre studio, Game Freak. Souhaitant se lancer dans le développement d'un RPG inspiré par les fonctionnalités du câble Link, le game designer travaille sur un document regroupant toutes les idées qu'il a en tête. Accompagné de l'illustrateur Ken Sugimori, Tajiri conçoit le dossier de présentation du projet Capsule Monsters. Ce qui saute aux yeux, c'est que la page de garde de ce document présente un combat nous en rappelant un autre. On y observe un monstre de dos, statique, le Capumon arbore quelques épines sur la tête et l'échine. Muni de griffes, on remarque une partie de sa gueule. De face se trouve une sorte de lézard bondissant. La créature présente 2 pattes antérieures, des épines dans le dos, une queue de reptile et a la gueule grande ouverte. Il semblerait que les développeurs aient retranscrit le combat de la page de garde du projet Capsule Monsters pour l'intro de Pokémon Rouge et Vert. L'angle de vue, les 2 monstres qui s'opposent, la bestiole bondissante, l'autre sur la défense, tout semble coïncider. Alors plusieurs questions se posent. D'où vient ce lézard? Qu'est-ce que ce combat révèle sur les familles de Nidoran? Et d'où leur lignée tire-t-elle leurs racines épineuses? Une fois muni de son Pokémon de départ, le joueur entame son périple. Quittant le domicile familial et le bourg-palette par la même occasion, il lui faut d'abord se frayer un chemin à travers la route 1, où les roucous et Rattata abondent. Jadiel se trouve au nord. Avant de visiter la localité, le joueur peut faire un détour par la route 22 à l'ouest, qui, à ce stade de l'aventure, est un cul-de-sac. En s'enfonçant dans les hautes herbes, il fait la rencontre d'une curieuse créature, dont le nom est accompagné d'un signe inhabituel. Si le joueur a pris la version rouge, il aura plus de chances de tomber sur un Nidoran mâle. Mais son ami qui a choisi la version bleue croisera davantage de Nidoran femelles. Les 2 Nidorans font figure d'anomalie à Kanto. Ce sont les seuls Pokémon sexués de la première génération, et on peut se demander pourquoi. En parcourant le dossier Capsule Monsters, on s'aperçoit que Tajiri et Sugimori ont consacré 2 pages aux 31 monstres de leur projet de jeu. Chaque sprite est numéroté, et le nombre nous renseigne sur l'ordre selon lequel les bestioles ont été créées. Nidoran mâle porte le chiffre 3. Le monstre fait donc partie des tout premiers Capumon conçus, et on observe que son design n'a pas changé depuis sa création en 1990. Mais ce qui interpelle surtout, c'est la contrepartie femelle de Nidoran qui se trouve sur cette même feuille, marquée du nombre 15. Ce qu'on comprend, c'est que l'idée d'avoir des monstres sexués a germé très tôt chez Game Freak, dès l'époque Capsule Monsters. Et qui dit créatures sexuées dit reproduction. Les développeurs y songeaient-ils avant les versions or et argent? L'encyclopédie des Pokémon officielle de Game Freak, éditée par Famitsu en avril 1996, répond à nos questions. Le Zukan, comme nous l'appellerons, comprend en effet quelques lignes sur Nidoran. Ils se reproduisent chaque année au printemps. À la fin de l'été, ils pondent 2 œufs qui éclosent en 2 semaines. L'un est mâle, l'autre est femelle. Les bébés Nidoran ne mesurent que 10 cm. Il faut dire qu'on apercevait déjà des œufs de Pokémon sur les premières illustrations du projet Capsule Monsters. Quant aux bébés Nidoran, on les retrouve plus tard sur une illustration non officielle du CoroCoro Comics de mars 1997, visant à promouvoir les crayons Pokémon Bateau N. 2 Nidorans sont aperçus près d'une portée de bébés Nidoran asexués tout juste sortis de l'œuf. Et
Étant donné que Game Freak travaillait sur Pokémon or et argent à ce moment, et que les jeux qui en ont résulté ont introduit les espèces sexuées, les œufs et les Pokémon bébés, les bébés Nidoran ont-ils été envisagés à un stade du développement de Pokémon or et argent? La question reste en suspens. Revenons sur la route 22. Tout juste remis de sa rencontre avec Nidoran, le joueur averti note que la bestiole est le premier Pokémon sauvage qu'il croise dont le nom n'est traduit en aucune langue. Julien Bardakov, qui s'est chargé d'adapter les noms des Pokémon en français, nous apporte ses lumières sur le sujet. Je crois que les Japonais ne voulaient pas qu'on traduise leurs noms parce que les Nidorans ne ressemblent à aucun animal de la vie réelle. Ils voulaient en faire des créatures propres à l'univers de Pokémon. En examinant le nom des bestioles, on constate que le terme Nidoran, ou Nidoran, se désassemble en Nidole pour aiguille et en Ran, sans doute employé ici comme participe passé de Run pour courir. Si l'on met ces informations en perspective avec la liste alternative des cris des Pokémon dont le contenu a fuité en 2018, on en apprend davantage. Sur cette liste, on découvre que les deux Nidorans étaient à l'origine appelés Ari Usagi et Ari Usagi 2, qu'on peut traduire par lapin aiguille. Le terme fait référence à l'expression japonaise Tonikaku, qui est un jeu de mots qu'on peut traduire par une corne sur un lapin, et qui qualifie quelque chose, un animal qui n'existerait pas dans le monde réel. Nidoran est l'incarnation de cette expression japonaise. C'est un petit lapin cornu, une créature imaginaire qui ne peut exister que dans le monde des Pokémon. Au-delà de l'expression qu'il personnifie, les deux Nidorans sont des lapins, comme l'appuient les descriptions diverses du Pokédex. Dans les versions rouge, bleu et jaune, on apprend par exemple que les grandes oreilles de Nidoran sont toujours dressées et que son ouïe très fine l'avertit du danger. Les lapins ont en effet l'ouïe très développée et dressent les oreilles en cas d'alerte. Dans les jeux de première génération, on dirait que le backsprite de Nidoran mâle a de grandes oreilles de lapin. Souvenons-nous aussi que le Zukan évoquait la reproduction saisonnière des Nidorans, ainsi que la faculté des Nidorans à pondre des œufs, ce qui va de pair avec l'imagerie populaire du lapin de Pâques. Ces données en tête, la fonction de Nidoran se précise. On sait en effet que pendant l'ère Capsule Monsters, la plupart des monstres occupaient un rôle spécifique. De l'aveu même de Ken Sugimori, les premiers Pokémon avaient des fonctions bien définies, comme transporter les gens en mer ou porter des objets. L'Eau-Classe a donc été conçu pour permettre aux joueurs de traverser les flots, Rhinocorn a été créé pour transporter les objets lourds, et tout le concept de Nidoran tourne autour de sa capacité à se reproduire. Ça concorde avec le fait qu'il est inspiré du lapin, je vais pas vous faire un dessin, et ça explique que les deux Nidorans ont été créés conjointement et qu'ils forment un couple dont il a peut-être été prévu à un stade du développement, que celui-ci puisse produire des œufs. Perdu dans les couloirs sombres du mont Sélénite, le joueur subit les essaims de Nosferapti assoiffés de sang. Dans la torture de sa descente, il croise d'autres gamins aussi déboussolés que lui. Méfiants, prêts à user de leurs poings s'il le faut. Le joueur affronte des scouts paranoïaques, des fillettes à bout de nerfs, et finit par se frayer un chemin au second sous-sol, infesté de sbires roquettes. À mesure des rencontres, des raclées et des revanches, Nidoran atteint le niveau 16. Alors, dans les profondeurs du mont Sélénite, le petit lapin évolue. Pour savoir d'où viennent Nidorino et Nidorina, il faut commencer par exhumer les données des jeux et se plonger dans l'index interne. L'index interne, c'est une liste de 190 emplacements où sont codés les monstres dans Pokémon Rouge et Vert. La numérotation des Pokémon est différente de celle du Pokédex de Kanto. En fait, tout porte à croire que les Pokémon ont été implémentés dans l'index à la volée. L'ordre d'apparition des monstres sur cette liste indique donc plus ou moins la période à laquelle ceux-ci ont été conçus. Au premier coup d'œil, on s'aperçoit que Nidorino et Nidorina ont été codés en fin d'index, ce qui signifie qu'ils n'existaient pas en 1990 et qu'ils ont vu le jour à la fin du développement. Mais un détail interpelle. L'emplacement 32 contient un Missing No, une créature enlevée des jeux qui va nous intéresser. Ce qu'il faut relever avant tout, c'est que l'emplacement 32 de l'index interne se trouve à cheval entre deux périodes phares du développement des versions rouges et vertes. La première période date de 90 et voit la conception de la trentaine de monstres du projet Capsule Monsters qu'on trouve aux premiers emplacements d'index interne. La deuxième période de conception démarre après une pause d'1 an en 1991.
Cette période marque l'arrivée de 2 nouveaux designers, et c'est à ce moment qu'il est choisi d'intégrer les types au système de combat, raison pour laquelle les créatures de la période 2 sont pour la plupart des archétypes élémentaires, tels que Kadabra et Gravalanche. Or, une poignée de monstres de l'index interne se trouvent dans des emplacements situés entre ces 2 grandes périodes de conception. Ils n'apparaissent pas dans les feuillets du projet Capsule Monsters et ne sont pas des archétypes élémentaires. Ces monstres ont-ils été créés à l'époque du projet Capsule Monsters mais écartés du document de présentation du jeu car pas assez convaincants? Ou ont-ils vu le jour plus tard? En 2019, le backsprite du monstre de l'emplacement 32 fuite sur internet. Il s'agit d'une version liminaire de Nidorino ou de Nidorina. En inspectant la map pixel, on s'aperçoit que le monstre de l'emplacement 32 a la même morphologie que Nidorino, les oreilles épineuses, et présente 2 pointes dans le dos qui rappellent les 2 rangées d'épines de Nidorina. On peut se demander si cette créature n'aurait pas servi d'évolution commune aux 2 Nidorans, après quoi la bestiole aurait été enlevée des jeux à la fin du développement, au moment où les designers auraient conçu Nidorino et Nidorina. Alors quelle est l'essence du monstre de l'emplacement 32 ? Il est encore trop tôt pour y répondre. Étant les derniers spécimens de leur lignée à avoir vu le jour, Nidorino et Nidorina ont été conçus pour faire le lien entre le stade de base et la forme finale. Les créatures intermédiaires possèdent un peu de l'identité des Nidorans et des Nidoking donc. Mais bon, à ce stade de leur croissance, alors qu'ils se tiennent sur leurs 4 pattes, Nidorino et Nidorina sont encore et surtout des lapins à cornes. En ce sens, la version jaune indique que Nidorina vit au fond de son terrier et que ses cornes se rétractent lorsque le Pokémon est au repos. Le nom des 2 monstres se décompose en Idle pour aiguille et en Rhino ou Rhina qui renvoie au rhinocéros, un animal disposant d'une corne sur le front. Alors si le lapin cornu, comme on a pu le voir, est à la racine d'une expression japonaise qui désigne une créature imaginaire, on finit par s'apercevoir qu'on trouve un certain nombre de lapins cornus dans la pop culture, et pas que. Le jeu Dragon Quest III qui est sorti en 1988 introduit le lapicorne et le lièvre-corne, qui sont 2 lapins cornus à fourrure grise et violette. Si on fouille un peu, on remarque que le nom japonais du lièvre-corne est en fait Almirage, et que ce terme renvoie à une créature mythique de la poésie arabe médiévale. L'Almirage, c'est un lapin unicorne qui aurait été offert en cadeau à Iskandar, Alexandre le Grand, après que celui-ci ait terrassé un dragon. Si on poursuit nos recherches, on remarque vite que les Américains ont eux aussi leur lapin cornu, le Jackalope, dont le nom est un mot valise entre Jackrabbit pour lièvre et Antelope pour antilope. Ce cryptide a en fait été créé dans les années 30 par les frères Eric. Ces 2 taxidermistes ont greffé des cornes de cerf sur un lapin mort avant de vendre leur œuvre à un hôtel local. La chimère attira la curiosité des passants et les taxidermistes se mirent à produire d'autres jackalopes empaillés. Avec un peu de recul, on observe donc qu'il n'existe pas seulement des lapins cornus au Japon, mais partout dans le monde, et ce depuis des siècles. Une telle diversité interroge, et on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose à la racine de tous ces mythes. Cette question trouva sa réponse en 1933, quand le virologue américain Richard Schaub se rendit compte que les lapins pouvaient contracter un papillomavirus, causant d'horribles excroissances noires semblables à des cornes sur tout le corps. Voilà comment les différents mythes de lapins cornus sont nés à travers le monde. Sans ce virus, pas de lapin à cornes, pas d'expression japonaise, et à terme, pas de Nidoran. Et encore moins de Nidorino. Venant juste d'arriver à Céladopol, le joueur s'interroge. Nidorino a pris 25 niveaux mais n'a toujours pas évolué. En comparaison, les autres monstres du dresseur en herbe ont tous dépassé le niveau 40 et ont tous atteint leur stade final. Le garçon a pourtant essayé d'échanger son Nidorino avec un ami puisque certains Pokémon n'évoluent que de cette façon, mais la manœuvre n'a eu aucun effet. C'est en flânant au 2e étage du centre commercial qu'une idée saisit le gamin. Une pierre d'évolution pourrait peut-être résoudre le problème. Ces cailloux ne sont pas donnés, mais le joueur décide d'en acheter un de chaque. Pierre plante, pierre foudre, pierre eau, pierre feu. Sauf que rien ne fonctionne sur Nidorino. Après cette nouvelle tentative ratée, le dresseur se demande ce qu'il a pu faire de travers, et songe sérieusement à déposer Nidorino dans un PC du centre Pokémon. C'est à ce moment qu'il se rappelle avoir déniché un autre type de caillou au mont Sélénite. Le joueur fait une dernière tentative. Il récupère l'objet qu'il avait laissé moisir au fond de son sac, et s'aperçoit que Nidorino réagit à son contact. Dans le folklore asiatique, le lapin est associé à l'astre Sélène. Les soirs de pleine lune, un lapin semble en effet se distinguer au travers des taches lunaires. L'animal serait aperçu devant un mortier, affairé à pilonner la pâte de riz gluant servant à cuisiner des mochis.
Pourquoi ce mets spécifique? Car le terme mochitsuki, qui désigne l'action de pilonner le riz pour préparer les mochi, a la même prononciation que mochitsuki, qu'on peut traduire par pleine lune. Mochi, pleine lune et lapin sont ainsi associés dans le folklore japonais, mais aussi dans des œuvres plus récentes. Dans Sailor Moon, le personnage principal s'appelle Tsukino Usagi, qui signifie littéralement le lapin de la lune. Dans Dragon Ball, Goku affronte To le carotteur. Une fois le combat remporté, le vainqueur dépose le lapin sur la lune avec ses sbires. Dans A Link to the Past, Link se transforme en lapin quand il entre dans le monde des ténèbres. Il doit obtenir une perle de lune pour contrer cet effet et garder sa forme humaine. Enfin, dans Jerry Boy, deuxième jeu de Game Freak sorti en 1991, le joueur incarne un blob parcourant différents niveaux envahis de bestioles et de monstres. Au stage 4A, le blob est entraîné sur la lune, où il croise deux sortes de lapins familiers aux teintes roses et bleutées. Ces petits animaux préfigurent les deux Nidoran qui seront dévoilés par le studio 5 ans plus tard. La famille de Nidoran tirant ses origines du lapin, on comprend mieux pourquoi Nidorino et Nidorina n'évoluent qu'au contact d'une pierre lune. Sous les lueurs pâles de l'astre du soir, deux monstres s'éveillent à l'unisson. Créé en 1990 pour le projet Capsule Monsters, Nidoking occupe l'emplacement 7 de l'index interne, à 4 cases d'écart de Nidoran mâle. Les deux monstres étaient-ils liés à leur conception? Ce serait étonnant quand on sait que la mécanique d'évolution n'a été intégrée qu'aux alentours de l'année 93. Certains éléments laissent pourtant penser que les deux bestioles ont toujours été parentes. D'abord, le fait que Nidoran et Nidoking aient tous les deux reçu une contrepartie féminine dans des emplacements successifs de l'index interne. Ensuite, il y a l'émission Game Center CX où Satoshi Tajiri apparaît en 2004 et où le game designer dévoile un cahier contenant tout un tas de Pokémon classés selon leur ordre de conception. Au sein de ces feuillets, on aperçoit Nidoking pourvu d'un nom préliminaire. Maiko, une japonisation de Michael. Ce nom évoquait sans doute Michael Jackson, connu pour son célèbre pas de danse, le Moonwalk. Comme on a pu le voir, le folklore japonais lie les lapins à la lune. Il est donc possible qu'à l'ère du projet Capsule Monsters, déjà, Ari Usagi, le lapin à épines, ait été lié à Michael, l'homme qui marche sur la lune. En analysant les feuillets du projet Capsule Monsters, on remarque que le sprite de Nidoking est différent de son pixel art définitif. Sur ce modèle liminaire, le Pokémon n'est pas illustré de face, mais bien de dos. Sa tête montrée de biais dévoile une partie de son visage. Et en prenant un peu de recul sur ces feuillets, on s'aperçoit que toutes les bestioles du projet Capsule Monsters regardent vers la droite, dans le style d'un combat à la Street Fighter où deux monstres se trouvent sur le même plan. Représenté de dos, le premier sprite de Nidoking marque la volonté de faire quelque chose de différent, de passer en face à face. Il est donc possible que Nidoking ait été le premier monstre à intégrer l'écran de combat tel qu'on le connaît. Des aveux du traducteur français, les noms Nidoking et Nidoqueen contiennent les termes King et Queen, qui font référence à la puissance de ces Pokémon, mais aussi à des noms de kaiju comme King Ghidorah et Queen Ghidorah. Conçus à l'ère du projet Capsule Monsters, Nidoking et Nidoqueen sont particulièrement représentatifs des monstres créés par Sugimori à cette époque, comme le révèle l'illustrateur. Ça a commencé avec des designs de dinosaures et de kaiju aux traits déformés. Ils avaient des crocs, de longues queues et des épines jaillissaient de tout leur corps. Le projet s'est lancé avec des Pokémon comme Rhinophéros et Nidoking par exemple. Particulièrement évocatrices, les descriptions du Pokédex renvoient aux films et séries de kaiju. En un seul coup, Nidoking peut renverser une tour métallique. Lorsque ce Pokémon se déchaîne, plus rien ne peut l'arrêter. De quelle créature Nidoking et Nidoqueen tirent leur essence? De King et Queen Ghidorah comme le laisse entendre Bardakoff? Ou alors de Godzilla, aussi connu sous le nom de roi des monstres? L'héritage le plus évident est celui de Baragon, une créature apparue pour la première fois dans le film Frankenstein vs Baragon d'Ichiro Honda. Baragon se décompose en Bara pour rose et en Ragon pour dragon. Le kaiju doit son nom aux arêtes sur son dos comparé à des pétales de rose. Baragon a la peau rouge et écailleuse, ainsi qu'une longue queue de reptile. Nidoking présente une longue queue similaire, et il est intéressant de noter que le Pokédex des versions rouge et bleu fait mention des écailles de Nidoqueen. Ses écailles, très résistantes, et son corps massif sont des armes dévastatrices.
Le même Pokédex évoque le terrible appendice caudal de Nidoking. Sa queue est une arme redoutable. Il s'en sert pour attraper sa proie et lui broyer les os. Et pour compléter ce jeu de miroir, Baragon se voit doté d'une paire d'oreilles aux formes distinctives rappelant celles des deux monstres de poche. L'apparence particulière de Baragon vient du fait que le kaiju est en réalité un reptile préhistorique de l'ère mésozoïque, ayant échappé à l'extinction des dinosaures en s'enterrant dans le sol avec sa corne. Les catégories de Nidoking et Nidoqueen en font des Pokémon perceurs. Et sur le Cardass de Nidoking, on aperçoit le Pokémon faire tourner sa corne comme une perceuse. S'en dégage une thématique récurrente des premiers Capumon inspirés de kaiju, puisque Rhinophéros se sert aussi de sa corne comme d'une perceuse. Mais pour percer les derniers secrets des lignées des Donidoran, il faut clarifier l'identité du lézard bondissant du projet Capsule Monsters. À chaque fois qu'il allume sa Game Boy, le joueur rejoue le combat opposant Nidorino à Ectoplasma. Le storyboard de cet affrontement culte est révélé dans la biographie de Satoshi Tajiri, paru en 2004. Sur la page 3, Nidorino s'élance, gueule ouverte. Dans la marge, une petite note indique que la créature pousse un cri. Mais pas n'importe quel cri, celui d'un kaiju. Gaoun. Et tout s'explique alors. En 1990, Ken Sugimori illustre la page de garde du projet Capsule Monsters, et les deux monstres qui s'opposent ont tout l'air de prototypes. La créature de dos sera légèrement retravaillée et deviendra Ectoplasma. Mais jusque-là, il était difficile d'établir l'identité du lézard bondissant. Il est probable qu'il s'agisse en fait de ce reptile, qui aurait alors connu un petit ravalement de façade. Le lézard et le reptile tirent tous les deux leur essence des kaiju, et sont chacun montrés la gueule ouverte, croc apparent. Marqué du chiffre 1, le reptile est l'une des premières créatures finalisées du projet Capsule Monsters. On sait qu'il est d'abord nommé Gyaasu. Le fait est que Gyaasu n'apparaît pas dans les premiers emplacements d'index interne. Le reptile a été enlevé et réintégré à l'emplacement 31, puis renommé Gaoun. Gaoun, c'est l'onomatopée du cri de Godzilla. Et quand on observe le design du petit reptile, la référence semble évidente. Et le truc, c'est que Gaoun est situé juste à côté du monstre de l'emplacement 32. L'hypothèse, c'est que les développeurs auraient repêché Gaoun pour l'intégrer à la lignée préexistante de Nidoran mâle et Nidoking. Le monstre de l'emplacement 32 aurait été créé en tant que contrepartie féminine à Gaoun, incorporé à la lignée de Nidoran femelle et Nidoqueen. Ces stades intermédiaires ne s'intégrant pas correctement dans leurs lignées respectives, les développeurs auraient pris la décision d'enlever Gaoun et le monstre 32 de l'index pour retravailler et harmoniser leur design avant d'aboutir sur Nidorino et Nidorina. Et voilà comment Nidorino serait venu remplacer Gaoun dans le combat d'ouverture ambitionné dès les prémices du projet Capsule Monsters. S'il est difficile à première vue d'établir un lien entre le lézard bondissant et Nidorino, Gaoun fait office de chaînon manquant. D'un ancêtre à son descendant, les créatures bondissantes se sont passées un cri unique. Le hurlement du roi des monstres. Les lignées des Donidoran sont celles de toutes les expérimentations, de toutes les ambitions de game design portées par Satoshi Tajiri. Les concepteurs ont éprouvé la mécanique d'évolution avec Nidoran et Nidoking. Ils se sont essayés aux monstres sexués en créant deux contreparties féminines. Ces bestioles ont elles-mêmes amené l'idée de reproduction, et Nidoking a sans doute été le premier monstre à intégrer l'écran de combat. Plusieurs indices laissent entendre que les monstres de ces familles ont été centraux une bonne partie du développement. Le combat d'ouverture des jeux repris sur différents supports. Le monologue de nouvelles parties s'ouvrant sur le professeur Shen et son Nidorino. La volonté de garder les noms japonais, comme si les deux lignées de Nidoran s'élevaient au rang de mascotte. Alors que le développement des versions rouge et verte approche de sa fin, Game Freak publie une carte officielle pour les vacances d'été 1995. Deux monstres y sont mis en avant, Pikachu et Nidorino. Selon certains échos, les deux lignées de Nidoran auraient autrefois été envisagées comme Pokémon de départ.
Le choix d'un mâle ou d'une femelle aurait d'autant fait sens, et les créatures auraient suivi la progression de leur dresseur, jusqu'à atteindre le rang de reine et roi des monstres. Mais au bout du compte, Nidoking et Nidoqueen n'ont gardé de royal que leur nom, et ont été peu à peu écartés de la lumière. Nidoking est un roi sans couronne. Nidoqueen est la reine qui ne fut jamais. Il y a en revanche une autre créature, un ancêtre probable, qui aurait engendré une nouvelle lignée de rois.